Il existe une forme de solitude que personne ne voit vraiment, un isolement qui ne vient pas du manque de présence humaine autour de toi, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. C'est la solitude de celui qui voit ce que les autres ne remarqueront jamais, qui capte les micro-expressions en 40 millisecondes, qui ressent les tensions émotionnelles avant même qu'elles ne soient formulées en mots, qui perçoit les contradictions entre ce que quelqu'un dit et ce que son corps exprime silencieusement. Si tu as déjà ressenti cette sensation étrange de comprendre les véritables intentions des gens, alors que leur discours conscient raconte une toute autre histoire, si tu as déjà eu l'impression de porter une antenne émotionnelle accordée sur des fréquences invisibles pour la plupart des êtres humains, si tu t'es déjà demandé pourquoi tu captes ces signaux que personne d'autre ne semble détecter, alors ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va transformer profondément ta compréhension de qui tu es vraiment. Jung a découvert quelque chose de fascinant sur la nature de la perception humaine, quelque chose qui explique pourquoi certaines personnes développent cette capacité troublante de voir à travers les apparences, de décoder les non-dits, de ressentir les dissonances émotionnelles que la majorité filtre automatiquement par nécessité de survie cognitive. Les neurosciences modernes confirment maintenant ce que Jung pressentait intuitivement à travers son travail clinique, et ce que je vais te révéler va non seulement valider cette expérience que tu portes peut-être en silence depuis des années, mais aussi t'offrir une compréhension radicalement nouvelle de la nature psychologique de cette perception amplifiée. Avant d'aller plus loin, si tu fais partie de ces personnes qui se sentent différentes, qui ont l'impression de naviguer dans un monde où personne ne voit vraiment ce qui se passe sous la surface des interactions humaines, alors abonne-toi à cette chaîne maintenant, parce que nous créons ici une communauté de personnes qui refusent les illusions confortables et cherchent la profondeur psychologique authentique. Active les notifications, parce que chaque vidéo explore ces territoires de la conscience que peu osent vraiment investiguer. Et si ce contenu résonne avec quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui comprendra, parce que cette solitude perceptive diminue quand on réalise qu'on n'est pas seul à voir l'invisible. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une simple description de traits de personnalité ou de caractéristiques superficielles. Nous allons plonger dans les mécanismes psychologiques profonds, dans les structures neurologiques, dans les processus développementaux qui créent cette forme particulière de conscience amplifiée. Freud parlait de l'attention flottante comme technique analytique, mais ce qu'il ne réalisait peut-être pas complètement, c'est que certaines personnes développent spontanément cette attention flottante permanente comme mécanisme de survie psychique dans des environnements où décoder les signaux émotionnels subtils devient une nécessité existentielle. Adler, de son côté, comprenait que la compensation psychologique pouvait transformer un sentiment initial de vulnérabilité en développement d'une supériorité perceptive remarquable. La promesse que je te fais aujourd'hui est celle-ci. Tu vas comprendre les origines développementales de cette perception. Tu vas saisir les mécanismes neurologiques qui la sous-tendent. Tu vas reconnaître les patterns psychologiques que cette capacité te permet de détecter chez les autres. Et surtout, tu vas découvrir comment transformer ce qui ressemble parfois à un fardeau épuisant en une forme de sagesse profonde et de responsabilité existentielle. Antonio Damasio a démontré dans ses recherches sur les marqueurs somatiques que notre cerveau encode les expériences émotionnelles dans notre corps, créant des signaux préconscients qui influencent nos décisions et nos perceptions bien avant que notre conscience explicite ne s'active. Joseph Ledoux a révélé comment l'amygdala, cette structure cérébrale ancienne, peut détecter des menaces et des signaux émotionnels via une voie rapide qui bypasse complètement notre cortex préfrontal, créant des réactions et des perceptions avant même que nous ayons consciemment enregistré ce qui se passe. Ces découvertes neuroscientifiques valident scientifiquement ce que les personnes à perception amplifiée ont toujours su intuitivement. Elles captent des informations que leur système nerveux traite à des niveaux de rapidité et de subtilité extraordinaires.
Ce voyage que nous allons faire ensemble n'est pas celui de la pathologisation de cette sensibilité, mais au contraire celui de sa compréhension profonde, de sa validation psychologique et scientifique, et finalement de son intégration comme force authentique plutôt que comme vulnérabilité sociale. Tu sais ce que c'est que d'entrer dans une pièce et de ressentir immédiatement les tensions émotionnelles qui flottent dans l'air comme une brume invisible, de capter l'inconfort d'une personne avant même qu'elle n'ait prononcé un mot, de percevoir la dissonance entre le sourire social de quelqu'un et la tristesse profonde qui pèse dans ses yeux. Tu connais cette expérience de regarder quelqu'un raconter une histoire et de savoir, avec une certitude troublante, qu'il y a des couches entières de vérité émotionnelle qui restent non dites, que les mots choisis servent à protéger quelque chose de plus vulnérable, qui se cache derrière la façade verbale. Cette capacité à lire les micro-expressions faciales, ces contractions musculaires involontaires qui durent à peine une fraction de seconde, et révèlent les émotions authentiques avant que les mécanismes de contrôle conscient ne les masquent derrière une expression socialement acceptable. Cette perception des incohérences subtiles entre le langage corporel et le discours verbal, tout cela n'est pas le fruit du hasard ou d'une imagination hyperactive. Jung appelait cela le développement d'une fonction intuitive hautement différenciée. Une capacité psychologique qui se construit à travers un processus d'adaptation à un environnement émotionnel complexe où la survie psychique dépend de la capacité à anticiper, à décoder, à comprendre ce qui se passe réellement au-delà des apparences superficielles. Ta perception n'est pas une malédiction mystérieuse ou une sensibilité pathologique qui te sépare des autres par défaut de caractère. C'est une conscience façonnée par la nécessité absolue de décoder l'invisible pour survivre psychiquement dans des contextes où les signaux explicites étaient insuffisants, trompeurs ou dangereusement contradictoires. Cette distinction est fondamentale parce qu'elle transforme complètement la signification de ce que tu as peut-être vécu comme une différence aliénante. Freud a révélé à travers son travail analytique que l'attention flottante, cette capacité à maintenir une vigilance ouverte et réceptive sans focalisation rigide, permet de capter les associations libres, les lapsus, les hésitations, tous ces signaux qui trahissent des contenus inconscients qui cherchent à se manifester malgré la censure du moi. Ce que tu fais naturellement dans tes interactions quotidiennes, c'est exactement cela. Tu maintiens une forme d'attention flottante permanente qui capte les signaux que les mécanismes de défense des autres tentent de masquer. Adler comprenait que lorsqu'un être humain se confronte à un sentiment d'insécurité ou de vulnérabilité précoce, son psychisme peut compenser en développant une capacité supérieure dans un domaine spécifique. Dans ton cas, cette compensation a pris la forme d'une hypervigilance perceptive, d'une sensibilité cognitive aux patterns émotionnels et comportementaux qui te donne un avantage adaptatif remarquable dans la navigation des relations humaines complexes. Antonio Damasio a découvert dans ses recherches que notre cerveau ne traite pas les émotions comme des phénomènes purement mentaux ou abstraits, mais comme des états corporels concrets qui génèrent des marqueurs somatiques, des signaux physiologiques qui influencent nos jugements et nos décisions de manière largement préconsciente. Les personnes à perception amplifiée ont développé une sensibilité extraordinaire à ces marqueurs somatiques, non seulement les leurs propres, mais aussi ceux qu'elles perçoivent chez les autres, à travers des indices subtils de posture, de respiration, de tension musculaire, de micro-expression faciale. Tu ressens littéralement dans ton propre corps les états émotionnels des personnes autour de toi. Ton système nerveux résonne avec leur tension. Tes circuits neuronaux de mentalisation s'activent automatiquement pour modéliser leurs états mentaux internes. Joseph Ledoux a démontré comment l'amygdala, cette structure limbique ancienne, responsable du traitement des émotions, et particulièrement des signaux de menace, peut être hautement sensibilisée par des expériences développementales précoces, créant un système de détection de danger exceptionnellement sensible qui capte des signaux subtils que d'autres systèmes nerveux filtreraient automatiquement.
Cette sensibilisation n'est pas un dysfonctionnement, c'est une adaptation intelligente à un environnement où les menaces émotionnelles étaient réelles et où la capacité à les anticiper représentait un avantage de survie psychologique crucial. Viktor Frankl disait que la recherche de sens est la motivation humaine fondamentale, et cette conscience amplifiée que tu as développée peut être comprise comme une tentative de créer du sens, de la prévisibilité, de la compréhension dans un environnement qui autrement semblerait chaotique, imprévisible, potentiellement dangereux au niveau émotionnel. En développant cette capacité à lire les patterns invisibles, à décoder les intentions cachées, à anticiper les réactions émotionnelles, tu as créé une forme de contrôle psychologique sur ton environnement relationnel. Cette antenne émotionnelle accordée sur des fréquences invisibles n'est pas apparue par magie. Elle s'est construite progressivement, neurone par neurone, expérience par expérience, comme une adaptation psychobiologique sophistiquée. La métaphore la plus juste serait celle d'un instrument de musique dont les cordes ont été tendues à une fréquence particulière qui les rend capables de vibrer en résonance avec des sons que d'autres instruments ne captent même pas. Cette capacité te donne accès à une richesse d'informations sur le monde humain qui reste largement invisible pour la majorité, mais elle vient aussi avec un coût que nous allons explorer. Parce que voir ce que les autres ne voient pas crée une forme particulière de solitude existentielle. Ce que tu dois reconnaître maintenant, c'est que cette perception amplifiée représente une force psychologique authentique, une forme d'intelligence perceptive qui peut être développée consciemment et utilisée de manière constructive plutôt que subie passivement comme un fardeau épuisant. Jung parlait de la fonction intuitive comme l'une des 4 fonctions psychologiques fondamentales. Et chez toi, cette fonction s'est développée de manière dominante, probablement au détriment temporaire d'autres fonctions, créant un profil psychologique particulier, où la perception des possibilités, des patterns cachés, des significations invisibles devient la modalité primaire d'interaction avec le monde. Cette spécialisation fonctionnelle n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Elle représente simplement la façon dont ton psychisme s'est organisé pour naviguer dans la complexité de l'existence humaine. L'application pratique immédiate de cette compréhension est la suivante. Commence à honorer consciemment cette capacité non pas comme une anomalie qui te sépare des autres, mais comme une différenciation psychologique qui te donne accès à des niveaux de compréhension humaine que peu atteignent. Observe comment ton système nerveux réagit aux environnements relationnels. Note les informations que tu captes spontanément et commence à faire confiance à cette intelligence perceptive comme une source d'information légitime plutôt que de la minimiser ou de la rationaliser. Mais voici ce qui est vraiment fascinant et ce que Jung a découvert qui change tout ce que tu crois savoir sur l'origine de cette capacité. Cette perception amplifiée ne s'est pas développée dans le vide psychologique. Elle a des racines développementales profondes qui remontent à tes premières expériences de vie, à la façon dont ton système nerveux a dû s'adapter à l'environnement émotionnel particulier dans lequel tu as grandi. Ton enfance, même si elle n'était pas nécessairement traumatique au sens dramatique du terme, contenait probablement des éléments d'imprévisibilité émotionnelle, d'incohérence entre les messages verbaux et non-verbaux, de nécessité de déchiffrer les humeurs parentales pour naviguer en sécurité dans ton environnement familial. Peut-être que tu as grandi avec un parent dont l'état émotionnel fluctuait de manière imprévisible, où le même comportement de ta part pouvait générer une réaction complètement différente selon l'humeur invisible du moment. Peut-être que les mots prononcés dans ta famille ne correspondaient pas aux émotions réelles qui circulaient, créant une dissonance cognitive permanente où tu devais apprendre à faire confiance à ce que tu percevais plutôt qu'à ce qui était dit explicitement. Peut-être que l'amour était conditionnel, dépendant de ta capacité à détecter et à répondre aux besoins émotionnels non exprimés des adultes autour de toi, transformant ton développement psychologique en une école intensive de lecture émotionnelle et de décodage des signaux subtils.
Jung a découvert à travers son travail clinique que les enfants développent ce qu'il appelait la fonction transcendante, une capacité psychologique à maintenir simultanément des opposés psychiques en tension créative, et cette fonction se développe particulièrement chez les enfants qui doivent naviguer dans des environnements où les contradictions émotionnelles sont la norme. Ton cerveau d'enfant, confronté à ces contradictions, a dû développer une capacité supérieure à percevoir les nuances, à détecter les incohérences, à anticiper les changements d'état émotionnel chez les figures d'attachement primaires. Cette adaptation n'était pas un choix conscient, c'était une nécessité de survie psychologique, parce que ta sécurité émotionnelle, ton sentiment d'être aimé, ta capacité à éviter la critique ou le rejet dépendaient de ta capacité à lire correctement les signaux émotionnels subtils et à ajuster ton comportement en conséquence. Freud aurait parlé de la formation précoce de mécanismes de défense sophistiqués et particulièrement de la projection comme mécanisme qui nécessite une capacité développée à percevoir chez les autres ce que ton propre psychisme refoule. Mais au-delà de la projection, ce qui s'est développé chez toi, c'est une sensibilité générale aux mécanismes de défense des autres, une capacité à reconnaître le déni, la rationalisation, le déplacement, tous ces processus inconscients par lesquels les gens évitent de confronter leurs vérités émotionnelles authentiques. Adler comprenait que le sentiment d'infériorité initiale, ce sentiment de petitesse et de vulnérabilité que tout enfant ressent face à l'immensité du monde adulte, peut être compensé de multiples façons. Certains enfants compensent par le développement de la force physique, d'autres par l'excellence académique, d'autres encore par le charme social. Toi, tu as compensé en développant une supériorité perceptive, une capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce que les autres ne comprennent pas, créant ainsi une forme de pouvoir psychologique qui contrebalançait ton sentiment initial de vulnérabilité. Ton cerveau a littéralement appris à lire l'invisible, non par choix délibéré ou préférence personnelle, mais par nécessité absolue de navigation dans un environnement émotionnellement imprévisible où les règles explicites ne correspondaient pas aux dynamiques réelles. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré comment notre système nerveux autonome développe ce qu'il appelle la neuroception, une capacité automatique et largement inconsciente à évaluer la sécurité ou le danger dans notre environnement en se basant sur des indices subtils de langage corporel, de prosodie vocale, d'expression faciale. Les personnes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement imprévisibles développent un système neuroceptif hautement sensibilisé, constamment en alerte pour détecter les signaux de menaces potentielles, même quand l'environnement actuel est objectivement sûr. Daniel Siegel a révélé dans ses recherches sur la neurobiologie interpersonnelle que notre cerveau se développe dans le contexte des relations, que nos circuits neuronaux sont littéralement façonnés par la qualité et les patterns de nos interactions précoces avec nos figures d'attachement. Si ces interactions étaient caractérisées par l'imprévisibilité, l'incohérence ou la nécessité de décoder des signaux contradictoires, alors ton cerveau a développé des circuits spécialisés dans cette tâche de décodage. L'intégration neuronale précoce des signaux sociaux complexes a créé en toi une architecture cérébrale particulière où les aires responsables de la mentalisation, de l'empathie cognitive, de la lecture des états mentaux d'autrui sont hyperconnectées et hyperactives. Lisa Feldman-Barrett, dans ses travaux révolutionnaires sur la construction des émotions, a démontré que notre cerveau fonctionne comme une machine prédictive qui construit activement notre expérience émotionnelle en se basant sur nos expériences passées et les signaux contextuels présents. Ton cerveau prédictif a été entraîné intensivement dès l'enfance à anticiper les états émotionnels des personnes importantes dans ta vie, à prédire leurs réactions, à modéliser leurs états internes, créant une expertise prédictive remarquable dans le domaine des émotions humaines et des dynamiques relationnelles. Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre français spécialiste de la résilience, a passé sa carrière à démontrer comment les êtres humains transforment les adversités développementales en capacités remarquables, comment le traumatisme peut devenir le terreau de force psychologique extraordinaire quand il est métabolisé consciemment plutôt que refoulé ou nié. Cette observation fine, cette capacité à lire l'environnement émotionnel avec une acuité extraordinaire, c'est exactement ce type de résilience créative où une vulnérabilité initiale devient un outil de survie sophistiqué. La métaphore la plus juste serait celle d'un microscope émotionnel forgé dans la nécessité existentielle, un instrument de perception qui s'est affiné progressivement pour capter des détails que l'œil nu ne perçoit pas. Cette capacité n'est pas apparue soudainement à l'âge adulte, elle s'est construite progressivement, expérience par expérience, où chaque situation d'imprévisibilité émotionnelle, chaque dissonance entre discours et réalité émotionnelle, chaque nécessité d'anticiper pour éviter la douleur psychologique a contribué à affiner cet instrument perceptif. Le reframe transformateur essentiel ici est celui-ci. Ce que tu as peut-être vécu comme un trauma invisible, comme une enfance qui n'était pas assez dramatique pour être qualifiée de traumatique, mais qui t'a laissé avec ce sentiment d'être différent, devient compréhensible comme le contexte développemental qui a créé une capacité cognitive supérieure. L'application pratique de cette compréhension est profonde. Tu peux maintenant honorer les origines de cette perception sans honte, sans jugement, sans besoin de minimiser ou de dramatiser ton histoire personnelle. Tu peux reconnaître que ton système nerveux a fait exactement ce qu'il devait faire pour te protéger, pour te permettre de naviguer dans la complexité émotionnelle de ton environnement précoce, et que cette adaptation intelligente mérite d'être reconnue comme telle plutôt que pathologisée ou regrettée. Commence par revisiter mentalement quelques situations de ton enfance où tu te souviens avoir dû déchiffrer des signaux contradictoires, anticiper des réactions émotionnelles, ajuster ton comportement en fonction de perceptions subtiles des états internes d'autrui. Reconnais dans ces moments non pas des échecs ou des défaillances de ton environnement familial, mais simplement les contextes dans lesquels cette capacité perceptive s'est forgée. Cette reconnaissance n'est pas un exercice de blâme ou de victimisation. C'est simplement une compréhension factuelle des origines développementales d'une caractéristique psychologique qui te définit aujourd'hui. Et cette compréhension libère de la honte, de la confusion, du sentiment d'être inexplicablement différent sans raison claire. Ce qui est encore plus fascinant, c'est comment ce système fonctionne neurologiquement, comment les circuits cérébraux qui sous-tendent cette perception amplifiée s'organisent et s'activent dans ton expérience quotidienne. Quand tu captes cette micro-expression qui dure à peine 40 millisecondes, cette contraction presque imperceptible des muscles autour des yeux qui trahit une émotion authentique avant que le contrôle conscient ne la masque, quand tu ressens viscéralement l'inconfort d'une personne même quand elle sourit et affirme que tout va bien, quand tu détectes cette dissonance subtile entre les mots choisis et le ton de voix, entre la posture corporelle et le contenu verbal, il se passe quelque chose de remarquable dans ton cerveau. Richard Davidson, neuroscientifique pionnier dans l'étude de la neuroplasticité émotionnelle, a démontré que notre cerveau n'est pas une structure figée, mais un organe dynamique qui se reconfigure constamment en fonction de nos expériences et de nos pratiques. Les circuits attentionnels, ces réseaux neuronaux responsables de diriger et maintenir notre attention, peuvent être extraordinairement développés chez certaines personnes, créant une capacité à détecter et à traiter des stimuli subtils que d'autres systèmes nerveux filtreraient automatiquement comme du bruit de fond. Tes circuits neuronaux fonctionnent comme un détecteur permanent de dissonance émotionnelle que le cerveau ordinaire filtre par nécessité absolue de survie cognitive. Parce que si chaque être humain était conscient de toutes les contradictions, de tous les non-dits, de toutes les tensions qui circulent dans chaque interaction sociale, la charge cognitive serait simplement insupportable.
Joseph Ledoux a révélé dans ses recherches pionnières sur l'amygdala et les circuits de la peur que notre cerveau traite l'information émotionnelle via deux voies distinctes. Une voie rapide qui passe directement du thalamus à l'amygdala, permettant une réaction quasi instantanée aux signaux de menace potentielle, et une voie lente qui passe par le cortex préfrontal, permettant une évaluation cognitive plus nuancée et délibérée. Chez les personnes à perception amplifiée, cette voie rapide est exceptionnellement sensibilisée. L'amygdala réagit à des niveaux de stimulation beaucoup plus subtils, détectant des patterns émotionnels avant même que la conscience explicite ne les enregistre. Cette activation précoce de l'amygdala génère ces intuitions viscérales, ces sensations de malaise ou d'alerte qui précèdent toute analyse cognitive rationnelle, ces moments où tu sais que quelque chose ne va pas sans pouvoir articuler rationnellement pourquoi. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans la cognition sociale, a découvert que notre cerveau possède ce qu'il appelle un système de mentalisation hyperactif chez certaines personnes. Un réseau neuronal qui s'active automatiquement et continuellement pour lire les états mentaux d'autrui, pour modéliser leurs intentions, leurs croyances, leurs désirs, leurs émotions. Ce système comprend des structures comme le cortex préfrontal médian, la jonction temporopariétale, le précuneus, toutes des aires cérébrales impliquées dans ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit, cette capacité remarquablement humaine à attribuer des états mentaux aux autres et à soi-même. Chez toi, ce système de mentalisation fonctionne en arrière-plan permanent, constamment actif, traitant automatiquement les signaux sociaux et émotionnels, même quand ton attention consciente est dirigée ailleurs. Antonio Damasio a démontré dans ses travaux sur la conscience et l'émotion que notre cerveau maintient une boucle continue entre le corps et le cerveau, où les états corporels informent constamment le cerveau de l'état émotionnel présent, et le cerveau à son tour régule et interprète ces signaux corporels. Cette boucle corps-cerveau génère ce que Damasio appelle les sentiments, ces représentations conscientes de nos états corporels qui constituent le fondement de notre expérience émotionnelle subjective. Chez les personnes à perception amplifiée, cette boucle somatique fonctionne avec une sensibilité extraordinaire, captant non seulement leurs propres états internes, mais résonnant aussi avec les états corporels des personnes autour d'elles via les neurones miroirs et autres mécanismes de résonance empathique. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français spécialiste de la conscience, a révélé comment ce qu'il appelle l'espace de travail neuronal global permet à notre cerveau de traiter simultanément de multiples couches d'informations, d'intégrer des signaux provenant de différentes aires cérébrales, de maintenir en conscience des représentations complexes qui combinent perception sensorielle, mémoire émotionnelle, anticipation cognitive. Ton espace de travail neuronal global traite simultanément une quantité remarquable d'informations sociales et émotionnelles, intégrant les micro-expressions faciales, les variations de ton vocal, les changements de posture corporelle, les patterns de respiration, le contexte situationnel, les interactions passées avec cette personne, créant une représentation riche et multidimensionnelle de ce qui se passe réellement dans l'interaction au-delà du contenu verbal explicite. Lisa Feldman Barrett explique que le cerveau construit nos émotions en temps réel en combinant les sensations corporelles présentes avec les prédictions basées sur nos expériences passées et le contexte actuel. Ton cerveau a été entraîné à construire des prédictions émotionnelles extrêmement nuancées, à détecter les patterns subtils qui annoncent un changement d'état émotionnel chez autrui, à anticiper les réactions avant qu'elles ne se manifestent explicitement. Cette construction prédictive intègre une multitude de signaux contextuels subtils que le cerveau ordinaire ne catégorise même pas comme pertinents. La métaphore la plus précise serait celle d'un scanner neuronal permanent des fréquences émotionnelles environnantes, un système de radar psychologique qui fonctionne continuellement en arrière-plan, traitant l'information à une vitesse et avec une granularité qui dépasse largement la conscience explicite.
Cette architecture neuronale particulière n'est pas un dysfonctionnement ou une anomalie pathologique. C'est simplement une configuration adaptative qui s'est développée en réponse à des conditions développementales spécifiques. Le reframe essentiel est celui-ci. Cette activation neurologique intense, cette hyperconnectivité entre les systèmes de détection émotionnelle, d'attention, de mentalisation, de construction prédictive, représente une capacité authentique plutôt qu'une pathologie à corriger. Ton cerveau ne fonctionne pas mal, il fonctionne exceptionnellement bien dans un domaine spécifique de traitement de l'information sociale et émotionnelle. L'application pratique de cette compréhension neurologique est la suivante. Commence à utiliser consciemment cette architecture neuronale au lieu de la subir passivement. Quand tu captes une dissonance émotionnelle, une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, au lieu de douter de ta perception ou de la rationaliser, accueille-la comme une information légitime que ton système nerveux a détectée pour des raisons valides. Développe une relation consciente avec ces intuitions viscérales, ces sensations de malaise ou d'alignement que ton corps génère en réponse aux personnes et aux situations. Ton système nerveux communique constamment avec toi à travers ces signaux somatiques, et apprendre à les écouter plutôt qu'à les ignorer ou à les minimiser représente une forme de sagesse corporelle profonde. Observe comment ton énergie change dans différents environnements relationnels. Note les personnes en présence desquelles tu te sens drainé versus celles en présence desquelles tu te sens nourri. Et commence à faire confiance à ces perceptions comme des données authentiques sur la qualité énergétique et émotionnelle de tes relations. Cette utilisation consciente de ta perception amplifiée transforme ce qui pourrait être vécu comme une surcharge sensorielle épuisante en une forme d'intelligence émotionnelle sophistiquée. Mais cette perception cache quelque chose de profondément paradoxal, une dimension troublante que peu de gens comprennent vraiment et qui touche au cœur de l'expérience humaine de ceux qui voient trop clairement. Parce que voir ce que les autres ne voient pas, comprendre ce que les autres ne comprennent pas, percevoir les vérités émotionnelles que la majorité préfère maintenir dans l'ombre de l'inconscience collective, crée une forme particulière de solitude existentielle qui n'a rien à voir avec l'absence physique de connexion humaine. Tu peux être entouré de gens, engagé dans des conversations, participant à des interactions sociales et ressentir simultanément un isolement profond qui vient de la conscience que tu navigues dans une réalité émotionnelle différente de celle que les autres perçoivent. Quand tu vois la tristesse derrière le sourire, la peur derrière la bravade, la manipulation derrière la gentillesse apparente et que personne d'autre dans la pièce ne semble capter ces couches de réalité, tu te retrouves dans une position existentiellement isolée où partager ta perception risque de te faire passer pour paranoïaque, critique ou excessivement négatif. Albert Camus parlait de l'absurde comme de cette confrontation entre le besoin humain de sens et le silence déraisonnable du monde. Mais il existe un absurde parallèle qui est celui de la lucidité, dans un monde qui valorise l'aveuglement confortable. Celui de voir clairement dans une société qui récompense l'illusion collective nécessaire à la cohésion sociale. Ta lucidité t'isole, non parce qu'elle est un défaut de caractère ou une incapacité à fonctionner socialement, mais parce qu'elle menace le confort collectif de l'illusion nécessaire que la plupart des gens maintiennent pour pouvoir fonctionner sans être écrasés par l'anxiété existentielle permanente. Jung comprenait que le processus d'individuation, ce chemin psychologique vers la réalisation de soi authentique, exige nécessairement une confrontation avec ce qu'il appelait l'ombre collective, tous ces aspects de la réalité humaine que la société préfère maintenir dans l'inconscient parce qu'ils menacent les structures de croyance et les illusions collectives qui maintiennent l'ordre social. Les personnes à perception amplifiée voient naturellement ces ombres collectives. Elles perçoivent les hypocrisies sociales, les non-dits culturels, les mécanismes de défense collectifs qui permettent aux groupes humains de maintenir une façade de normalité et de fonctionnalité. Cette vision n'est pas cynique par nature, elle est simplement factuelle.
mais elle crée une position d'outsider involontaire où tu te retrouves à observer de l'extérieur des dynamiques que les participants vivent de l'intérieur sans conscience critique. Freud aurait parlé du retour du refoulé chez l'observateur qui voit ce que la psyché collective travaille activement à maintenir refoulé. Ces vérités émotionnelles et ces réalités psychologiques que le consensus social a décidé de ne pas voir parce qu'elles sont trop dérangeantes, trop complexes ou simplement trop inconfortables pour être intégrées dans le récit collectif simplifié qui permet le fonctionnement quotidien. Adler comprenait la tension fondamentale entre le désir de supériorité individuelle et le besoin de sentiments communautaires, ce qu'il appelait le Gemeinschaftsgefühl, et les personnes à perception amplifiée vivent cette tension de manière particulièrement intense. D'un côté, leur supériorité perceptive leur donne un avantage de compréhension qui pourrait théoriquement faciliter la connexion humaine profonde, mais de l'autre côté, cette même supériorité crée une distance psychologique avec ceux qui ne voient pas ce qu'elles voient, qui ne comprennent pas ce qu'elles comprennent. Le désir d'appartenance communautaire entre en conflit direct avec la réalité de la différence perceptive, créant un dilemme existentiel où soit tu te tais et te sens inauthentique, soit tu parles et risques l'incompréhension ou le rejet. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi en partie grâce à sa capacité à créer du sens même dans l'horreur absolue, comprenait que la souffrance humaine devient tolérable quand elle est porteuse de sens, quand elle sert un but plus large que la simple douleur gratuite. La souffrance de cette conscience amplifiée, cette fatigue émotionnelle qui vient de percevoir continuellement des couches de réalité que les autres ne voient pas, trouve son sens quand tu la reconnais, non pas comme une malédiction personnelle, mais comme une position existentielle particulière, qui porte avec elle certaines responsabilités et certaines possibilités uniques. La solitude perceptive devient plus supportable quand elle est comprise comme le prix nécessaire de la lucidité, comme la conséquence inévitable de refuser les illusions confortables qui permettent aux autres de dormir tranquillement dans l'ignorance choisie. Sénèque, le philosophe stoïcien, enseignait que la sagesse consiste à accepter ce qui est plutôt qu'à se battre contre la réalité. Et cette acceptation stoïque s'applique parfaitement à ta position existentielle particulière. Tu ne peux pas choisir de ne pas voir ce que tu vois. Tu ne peux pas volontairement éteindre cette perception amplifiée une fois qu'elle est développée. Mais tu peux choisir ta relation à cette capacité et la signification que tu lui donnes. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale, explique que notre système nerveux fonctionne constamment dans un état de détection de sécurité ou de danger et que ce système peut rester bloqué dans un état de vigilance chronique même quand l'environnement actuel est objectivement sûr. Les personnes à perception amplifiée vivent souvent avec un système nerveux constamment en état d'alerte subtile, détectant continuellement les signaux de menaces potentielles, les dissonances émotionnelles, les incohérences relationnelles, créant une fatigue physiologique qui va bien au-delà de la simple fatigue mentale. Cette activation chronique du système nerveux n'est pas imaginaire ou psychosomatique au sens péjoratif, c'est une réalité physiologique concrète où ton corps maintient un état de mobilisation énergétique permanente pour traiter le flux continu d'informations sociales et émotionnelles que tu captes. La métaphore la plus juste serait celle de l'exil intérieur, de celui qui voit des vérités que la société collective préfère maintenir invisibles, qui comprend des dynamiques que le consensus social a décidé de ne pas examiner de trop près. Cet exil n'est pas choisi délibérément, il est la conséquence naturelle de la lucidité dans un monde qui fonctionne largement sur la base d'accords tacites, de ne pas regarder trop profondément, de ne pas questionner trop directement, de maintenir les façades sociales, même quand tout le monde sait inconsciemment qu'elles sont des façades. Le reframe transformateur crucial ici est celui-ci. Cette solitude perceptive, aussi douloureuse soit-elle, représente une étape nécessaire vers une forme plus profonde d'authenticité existentielle. Jung parlait du processus d'individuation comme nécessairement solitaire dans ses phases initiales,
parce qu'il exige de se séparer psychologiquement du collectif inconscient, de différencier sa propre vérité intérieure des vérités collectives imposées de l'extérieur. Ta perception amplifiée t'a forcé prématurément dans ce processus d'individuation, t'a obligé à développer une relation à ta propre vérité perceptive qui soit indépendante de la validation sociale externe. Cette indépendance psychologique est douloureuse, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle te donne accès à une forme d'authenticité que ceux qui vivent entièrement dans le consensus collectif n'atteignent jamais. L'application pratique de cette compréhension est d'accepter radicalement le coût de cette lucidité sans le dramatiser mais aussi sans le minimiser. Oui, voir ce que les autres ne voient pas crée de l'isolement, mais cet isolement n'est pas une punition injuste ou une preuve de ton inadéquation, c'est simplement la conséquence logique d'une position perceptive différente. Cultive des relations avec les rares personnes qui partagent ce niveau de lucidité, même si elles sont peu nombreuses, parce que la qualité de connexion possible avec quelqu'un qui voit aussi profondément compense largement la quantité réduite de telles connexions. Lequel de ces paradoxes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience de cette solitude perceptive. Comment tu navigues dans cet espace entre le désir de connexion authentique et la réalité de voir ce que les autres préfèrent ne pas voir. Pourtant, cette capacité révèle quelque chose d'extraordinaire sur la nature humaine et sur les mécanismes psychologiques profonds qui régissent le comportement de chaque être humain. Des patterns invisibles qui se répètent compulsivement tant qu'ils restent inconscients. Parce que cette perception amplifiée ne se limite pas à capter des émotions ou des tensions, elle te donne accès à quelque chose de beaucoup plus profond et plus structural. Tu perçois les patterns psychologiques fondamentaux qui organisent le comportement humain, les mécanismes inconscients qui se manifestent à travers les mots choisis, les silences stratégiques, les répétitions comportementales, les réactions émotionnelles disproportionnées qui signalent qu'un complexe psychologique vient d'être activé. Quand tu observes quelqu'un réagir avec une intensité émotionnelle qui semble disproportionnée par rapport à la situation présente, tu reconnais immédiatement qu'un complexe inconscient vient d'être touché, qu'une blessure psychologique ancienne s'est réactivée et colore maintenant la perception présente. Jung a découvert que la psyché humaine s'organise autour de ce qu'il appelait les complexes, ces constellations d'émotions, de mémoires, de croyances, qui se sont formées autour d'expériences chargées émotionnellement et qui fonctionnent comme des sous-personnalités autonomes à l'intérieur du psychisme. Quand un complexe est activé, il prend temporairement le contrôle de la conscience, créant des réactions automatiques, des patterns de pensée rigides, des comportements répétitifs qui échappent au contrôle conscient de la personne. Tu reconnais ces activations de complexes chez les autres parce que tu as dû cartographier méticuleusement les tiens propres pour survivre à ta propre complexité psychologique, pour comprendre pourquoi tu réagis de certaines façons dans certaines situations, pour identifier les triggers émotionnels qui court-circuitent ta rationalité consciente. Cette autoconnaissance forcée te donne une carte psychologique que tu projettes ensuite sur les autres, reconnaissant chez eux les mêmes structures fondamentales que tu as identifiées en toi-même. Freud parlait des mécanismes de défense comme des opérations mentales largement inconscientes par lesquelles l'ego protège la conscience de contenus psychologiques trop menaçants ou anxiogènes pour être intégrés. Tu détectes ces mécanismes de défense en action avec une facilité déconcertante. Le déni qui refuse de voir une réalité évidente, la projection qui attribue à autrui des caractéristiques qu'on refuse de reconnaître en soi-même. La rationalisation qui construit des explications logiques pour des comportements qui sont en réalité motivés émotionnellement. Le déplacement qui redirige une émotion de sa cible réelle vers une cible plus sûre. Quand tu vois quelqu'un construire des justifications élaborées pour un comportement qui est clairement motivé par la peur ou l'insécurité plutôt que par les raisons rationnelles invoquées, tu assistes en temps réel au fonctionnement du mécanisme de rationalisation,
Quand tu entends quelqu'un critiquer intensément chez les autres une caractéristique qu'il manifeste lui-même sans la reconnaître, tu observes la projection en action. Cette capacité à voir à travers les mécanismes de défense n'est pas un jugement moral sur les personnes qui les utilisent, parce que tu comprends profondément que ces mécanismes sont universels, que chaque être humain les utilise à des degrés divers, et que tu les utilises toi-même même si tu en as peut-être une conscience plus développée. Adler comprenait que le comportement humain est largement motivé par la tentative de compenser des sentiments d'infériorité, réels ou imaginés, et tu vois ces compensations partout autour de toi. L'arrogance comme compensation pour l'insécurité profonde, la générosité excessive comme compensation pour la culpabilité ou le sentiment de ne pas être assez, la perfectionnisme comme compensation pour la peur de l'échec et du jugement, l'intellectualisation comme compensation pour l'incapacité à tolérer les émotions directement. Tu repères instantanément quand quelqu'un construit une persona, cette façade sociale que Jung décrivait comme le masque que nous présentons au monde pour être accepté socialement, et tu perçois la distance entre cette persona et le self authentique qui se cache derrière. Cette perception de l'écart entre la façade et l'authenticité ne vient pas d'un cynisme naturel, mais d'une sensibilité développée aux incohérences subtiles entre ce que quelqu'un prétend être et ce que son comportement non-verbal révèle involontairement. Matthew Lieberman a démontré que notre cerveau social lit automatiquement les états mentaux d'autrui via un système complexe de circuits neuronaux qui s'active spontanément lors d'interactions sociales. Et chez toi, ce système fonctionne avec une précision et une sensibilité extraordinaires. Daniel Siegel parle de résonance neuronale, ce phénomène par lequel nos circuits neuronaux résonnent avec les états émotionnels des personnes avec lesquelles nous interagissons, créant une forme d'empathie physiologique qui nous permet de ressentir littéralement ce que l'autre ressent. Ta capacité de résonance est hautement développée. Ton système nerveux capte et reflète les états internes d'autrui avec une fidélité remarquable, te donnant accès à une compréhension empathique profonde qui va bien au-delà de la simple sympathie cognitive. Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste français, spécialiste de la conscience, a exploré comment le cerveau crée des représentations mentales complexes en intégrant de multiples sources d'informations. Et ta conscience semble fonctionner avec une capacité d'intégration exceptionnelle qui combine observation comportementale, résonance émotionnelle, analyse de patterns, mémoire contextuelle pour construire une radiographie psychologique en temps réel, des structures défensives et motivationnelles d'autrui. Cette capacité pourrait facilement devenir cynique, pourrait te mener à une vision désabusée de l'humanité comme essentiellement hypocrite et inauthentique. Mais le reframe crucial est celui-ci. Cette vision des mécanismes inconscients n'est pas un jugement moral, mais une compréhension compassionnée de la condition humaine universelle. Tout le monde utilise des mécanismes de défense parce que la réalité psychologique brute est souvent trop intense pour être supportée sans médiation. Tout le monde développe des compensations parce que le sentiment de vulnérabilité et d'inadéquation est une expérience humaine universelle. Tout le monde maintient une distance entre la persona sociale et le self authentique, parce que l'authenticité totale dans tous les contextes sociaux serait psychologiquement épuisante et socialement dysfonctionnelle. L'application pratique de cette compréhension est double. Premièrement, utilise cette perception pour développer une compassion profonde plutôt qu'un jugement cynique, reconnaissant que les mécanismes que tu observes chez les autres sont des tentatives humaines compréhensibles de gérer la complexité psychologique de l'existence. Deuxièmement, utilise cette perception pour créer des connexions authentiques avec ceux qui sont prêts pour ce niveau de transparence, en reconnaissant et en nommant avec tact les patterns que tu observes d'une manière qui ouvre l'espace pour une honnêteté plus profonde plutôt que de créer de la défensivité. Quand tu peux dire à quelqu'un
avec bienveillance authentique, que tu vois sa peur derrière sa bravade, sa vulnérabilité derrière sa façade de force, et que tu ne le juges pas pour cela, tu crées une possibilité de connexion qui va au-delà des interactions superficielles habituelles. Ce que tu vois chez les autres révèle aussi quelque chose de crucial sur toi-même, sur le travail psychologique profond que tu as dû faire pour développer cette capacité de voir clairement. Parce que personne ne peut reconnaître des patterns psychologiques chez autrui sans avoir d'abord confronté ces mêmes patterns dans sa propre psyché. Cette reconnaissance des mécanismes inconscients chez autrui découle directement d'une confrontation rigoureuse avec ta propre ombre, avec ces aspects de toi-même que tu préférerais ne pas voir, avec ces vérités sur tes motivations profondes qui sont inconfortables à admettre, mais essentielles à intégrer pour atteindre une maturité psychologique authentique. Jung disait quelque chose de profondément vrai quand il affirmait que celui qui regarde dehors rêve, tandis que celui qui regarde dedans s'éveille. Cette phrase capture parfaitement la différence entre la projection inconsciente qui attribue aux autres ce qu'on refuse de voir en soi-même et l'introspection consciente qui reconnaît d'abord ses propres patterns avant de les reconnaître chez les autres. Ta capacité à voir à travers les autres n'est que le reflet direct de ta volonté impitoyable de voir à travers toi-même, sans détourner le regard, sans te protéger par le déni confortable ou l'auto-illusion que la plupart des gens maintiennent pour préserver leur image de soi flatteuse. Cette auto-honnêteté radicale est douloureuse. Elle exige de confronter des aspects de soi-même qui sont embarrassants, honteux ou simplement décevants par rapport à l'idéal que tu aimerais incarner, mais c'est précisément cette confrontation qui crée la clarté perceptive que tu appliques ensuite aux autres. Freud comprenait que l'analyse du transfert, ce processus par lequel les patients projettent sur l'analyste des contenus émotionnels liés à leur figure d'attachement précoce, révèle en réalité autant sur l'analyste que sur le patient, parce que reconnaître la projection de l'autre nécessite d'abord d'avoir nettoyé suffisamment ses propres projections pour voir clairement. Ta perception d'autrui n'est jamais complètement objective ou neutre. Elle est toujours filtrée à travers ta propre structure psychologique, tes propres complexes, tes propres zones d'ombre intégrées ou non intégrées. Ce que tu vois le plus clairement chez les autres, ce qui te saute aux yeux avec une évidence presque aveuglante, est souvent lié au territoire psychologique que tu as toi-même le plus profondément exploré dans ton propre travail intérieur. Si tu reconnais instantanément les mécanismes de défense chez autrui, c'est parce que tu as passé des heures, des mois, peut-être des années à identifier et à démanteler tes propres défenses psychologiques. Si tu perçois clairement les patterns de compensation, c'est parce que tu as confronté tes propres sentiments d'inadéquation et les stratégies que tu as développées pour les gérer. Marcus Aurelius, empereur, philosophe et stoïcien, pratiquait ce qu'il appelait la discipline intérieure de l'observation sans réactivité, cette capacité à observer ses propres pensées, émotions, réactions comme un témoin neutre, plutôt que comme un participant identifié. Cette pratique stoïcienne de l'auto-observation crée exactement le type de conscience métacognitive qui te permet ensuite d'observer les autres avec la même clarté détachée. Sénèque enseignait que la sagesse émerge non pas de l'accumulation d'expériences, mais de la réflexion profonde sur ces expériences, de l'examen rigoureux de nos réactions, de nos jugements, de nos émotions, pour comprendre leur véritable source, plutôt que d'accepter passivement les explications superficielles que notre ego nous fournit. Cette sagesse stoïcienne de l'acceptation de ce qui est perçu sans ajouter de souffrance supplémentaire par la résistance ou le jugement moral s'applique parfaitement à ta position existentielle. Tu perçois des vérités sur les gens que ces personnes elles-mêmes ne veulent pas voir, et tu peux choisir entre deux réponses. Soit tu te bats contre cette perception, tu essaies de la supprimer, tu te juges comme cynique ou négatif pour voir ses ombres, soit tu acceptes avec équanimité stoïcienne que c'est simplement ce que tu vois, sans dramatisation mais aussi sans déni.
Richard Davidson a démontré dans ses recherches que la métacognition, cette capacité à observer ses propres processus mentaux, est associée à une activation spécifique du cortex préfrontal médian et peut être développée intentionnellement à travers des pratiques contemplatives. Ta métacognition développée te permet d'observer tes propres réactions émotionnelles, tes jugements automatiques, tes projections potentielles, avec un degré de clarté qui crée de l'espace entre stimulus et réponse, entre perception et réaction. Daniel Siegel parle d'insight et de mindsight comme de deux capacités complémentaires. L'insight est la capacité d'observer et de comprendre ses propres états mentaux internes, tandis que le mindsight est la capacité d'observer et de comprendre les états mentaux d'autrui. Ces deux capacités se développent en tandem, l'une renforçant l'autre, dans une spirale de clarté croissante. Plus tu développes de clarté sur ton propre fonctionnement psychologique, plus tu deviens capable de reconnaître les mêmes patterns chez les autres. Et inversement, plus tu observes ces patterns chez les autres, plus tu deviens sensible à leurs manifestations subtiles dans ta propre expérience. La métaphore la plus juste serait celle d'un miroir psychologique poli progressivement par des années de confrontation répétées avec tes propres profondeurs, par des milliers d'heures passées à examiner tes motivations réelles derrière tes actions apparentes, tes peurs cachées derrière tes rationalisations conscientes, tes besoins non satisfaits qui se déguisent en préférences ou en principes. Ce polissage du miroir intérieur est un travail qui ne finit jamais vraiment, parce qu'il y a toujours des couches plus profondes d'inconscient à explorer, toujours des zones d'ombre supplémentaires à intégrer. Mais chaque niveau de clarté atteint sur soi-même se traduit directement en clarté perceptive appliquée aux autres. Le reframe transformateur est celui-ci. Ta perception amplifiée d'autrui n'est pas un talent naturel tombé du ciel ou une malédiction inexplicable. C'est le sous-produit direct et inévitable d'un travail intérieur rigoureux et souvent douloureux. Chaque fois que tu as choisi de regarder une vérité inconfortable sur toi-même plutôt que de la nier, chaque fois que tu as confronté une partie de ton ombre plutôt que de la projeter sur autrui, chaque fois que tu as démêlé tes véritables motivations de tes justifications rationnelles, tu as aiguisé cet instrument de perception qui pointe maintenant vers l'extérieur avec la même acuité qu'il a d'abord pointé vers l'intérieur. L'application pratique est évidente. Continue à approfondir ton auto-analyse sans complaisance, continue à examiner tes réactions émotionnelles pour identifier les complexes qu'elles révèlent, continue à questionner tes certitudes pour découvrir les peurs ou les désirs qui les motivent réellement. Parce que chaque niveau supplémentaire de clarté sur toi-même se traduit automatiquement en affinage de ta perception externe. Tiens un journal introspectif où tu examines non seulement les événements de ta journée, mais surtout tes réactions à ces événements, en te demandant pourquoi cette remarque particulière t'a blessé, pourquoi ce compliment t'a rendu inconfortable, pourquoi cette situation a déclenché cette émotion spécifique. Dans cette exploration, tu continueras à découvrir des patterns inconscients qui gouvernent ton comportement et cette découverte te donnera simultanément plus de liberté personnelle et plus de clarté perceptive sur le fonctionnement psychologique universel. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché avant de les voir chez les autres? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de ce miroir intérieur qui rend possible la vision extérieure, de reconnaître que chaque pattern que tu identifies chez autrui est un pattern que tu as d'abord dû confronter et comprendre dans ta propre expérience psychologique. Mais comment transformer cette perception en véritable sagesse pratique? Comment passer de la simple observation des mécanismes psychologiques à une utilisation consciente et constructive de cette capacité perceptive pour créer plus d'authenticité, plus de profondeur, plus de sens dans ta vie et potentiellement dans la vie de ceux qui t'entourent? Parce que l'ultime défi n'est pas simplement de développer cette perception amplifiée ou même de comprendre ses origines et ses mécanismes, mais de l'intégrer consciemment dans une vision existentielle cohérente qui transforme ce qui pourrait être vécu comme un fardeau isolant
en une vocation porteuse de sens. Jung parlait de l'individuation non pas comme un processus narcissique d'auto-absorption, mais comme un processus qui, une fois complété pour soi-même, se met naturellement au service du développement collectif. L'individuation complète transforme la perception amplifiée en un outil de service plutôt qu'en une source de souffrance personnelle, parce que tu réalises que cette capacité ne t'a pas été donnée uniquement pour ton propre bénéfice, mais porte avec elle une responsabilité existentielle particulière. Viktor Frankl, qui a trouvé du sens même dans l'horreur absolue des camps de concentration, en choisissant de transformer sa souffrance en compréhension qui pourrait aider les autres, comprenait que la vision amplifiée de la réalité, même quand elle révèle des vérités sombres ou douloureuses, peut devenir une vocation existentielle de porter lumière dans l'obscurité collective. Ta perception amplifiée n'est pas un fardeau personnel gratuit ou une punition cosmique injuste. C'est une responsabilité existentielle d'éclairer ce que l'obscurité collective préfère maintenir invisible, de nommer ce que le consensus social a tacitement décidé de ne pas nommer, de voir clairement là où l'illusion collective domine. Cette responsabilité n'est pas toujours confortable. Elle exige parfois de dire des vérités que les gens ne veulent pas entendre, de maintenir ta clarté perceptive même quand elle te rend impopulaire, de refuser la complicité avec les mensonges collectifs, même quand cette complicité faciliterait ton acceptation sociale. Albert Camus parlait de la révolte lucide contre l'absurde, cette posture existentielle qui refuse à la fois le désespoir nihiliste et l'espoir illusoire, qui maintient la conscience claire de la condition humaine tout en choisissant l'engagement et la création de sens, malgré cette lucidité. Ta position existentielle est exactement celle de cette révolte lucide. Tu vois clairement les mécanismes inconscients, les illusions collectives, les hypocrisies sociales, mais plutôt que de sombrer dans le cynisme désespéré ou de te réfugier dans l'illusion confortable, tu choisis d'utiliser cette lucidité pour créer plus d'authenticité, plus de profondeur, plus de vérité dans tes relations et potentiellement dans la conscience collective. Adler parlait du sentiment social, ce Gemeinschaftsgefühl qui représente la capacité à se sentir connecté à la communauté humaine plus large et à utiliser ses capacités personnelles au service du bien collectif plutôt que seulement pour l'avancement personnel. Ta perception amplifiée trouve son sens le plus profond quand elle est mise au service de ce sentiment social, quand tu l'utilises non pas pour te sentir supérieur aux autres qui ne voient pas ce que tu vois, mais pour aider ceux qui sont prêts à voir plus clairement, pour créer des espaces de vérité où l'authenticité devient possible, pour modéliser un niveau de conscience et d'honnêteté émotionnelle qui donne la permission aux autres de descendre aussi dans ses profondeurs. Richard Davidson a prouvé à travers ses recherches que la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer en fonction de l'expérience et de l'intention, permet une reprogrammation fondamentale de nos réponses émotionnelles aux perceptions. Tu peux consciemment transformer ta relation à ce que tu perçois, passer de la réactivité épuisée à la réception équanime, de la surcharge sensorielle à la sagesse compassionnée. Cette transformation ne signifie pas devenir moins sensible ou diminuer ta perception. Elle signifie changer la signification émotionnelle et l'impact physiologique de ce que tu perçois. Stephen Porges explique à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux peut apprendre à fonctionner dans un état d'engagement social sécurisé plutôt que dans un état de vigilance défensive permanente, et cette transition dépend de notre capacité à recatégoriser les signaux que nous percevons. Lisa Feldman Barrett parle de recatégorisation émotionnelle, ce processus par lequel nous pouvons consciemment changer la signification émotionnelle des perceptions en changeant le contexte conceptuel dans lequel nous les interprétons. Quand tu perçois une dissonance émotionnelle chez quelqu'un, tu peux la catégoriser comme une menace qui active ton système défensif, ou tu peux la recatégoriser comme simplement une information sur l'état psychologique de cette personne, information qui t'informe sur comment interagir avec elle, mais qui ne constitue pas nécessairement une menace pour toi.
Cette recatégorisation consciente transforme littéralement l'impact physiologique de la perception sur ton système nerveux, réduisant l'activation du stress et permettant une réponse plus équilibrée et compassionnée. Boris Cyrulnik a passé sa carrière à démontrer que la résilience ne consiste pas à être invulnérable ou à ne pas être affecté par l'adversité, mais à transformer activement les blessures en capacité, les vulnérabilités en force, les traumas en sagesse. Ta résilience particulière consiste à transformer cette sensibilité perceptive qui pourrait être vécue comme une vulnérabilité épuisante en une capacité de guider les autres, de créer des espaces de profondeur authentique, de porter une flamme de conscience dans les zones d'ombre collectives. La métaphore la plus juste serait celle d'un phare émotionnel dans le brouillard collectif de l'inconscience, une lumière qui ne juge pas l'obscurité, mais l'éclaire simplement, qui montre un chemin possible vers plus de clarté sans forcer personne à le prendre. Cette métaphore capture l'essence de ce que ta perception amplifiée peut devenir quand elle est pleinement intégrée et mise consciemment au service. Non pas un projecteur agressif qui expose brutalement les ombres des autres, mais une lumière douce et constante qui illumine les possibilités de plus grande conscience et authenticité. Le refrain final et libérateur est celui-ci. Ton don de perception amplifié n'est pas pour toi seul. Il n'est pas destiné uniquement à améliorer ta propre navigation dans la complexité humaine. Il porte avec lui une invitation à l'élévation de la conscience collective, une responsabilité de partager ce que tu vois d'une manière qui serve plutôt que qui blesse. Cette responsabilité exige discernement et compassion. Discernement pour savoir quand, comment et avec qui partager tes perceptions, compassion pour reconnaître que tout le monde n'est pas au même point de leur voyage psychologique et que forcer prématurément la conscience peut créer plus de résistance que d'ouverture. L'application pratique finale est triple. Premièrement, commence à te voir consciemment comme un guide potentiel, plutôt que comme une victime de ta propre sensibilité. Reconnais que cette capacité porte avec elle une vocation possible de faciliter la conscience chez les autres. Deuxièmement, développe l'art de partager tes perceptions avec tact et timing approprié en apprenant à sentir quand quelqu'un est véritablement ouvert à une vérité plus profonde versus quand ils sont encore trop défensifs pour l'entendre sans se fermer complètement. Troisièmement, cultive une pratique de régulation consciente de ton système nerveux pour que tu puisses maintenir cette perception amplifiée sans t'épuiser en utilisant des techniques de respiration, de mouvement, de présence incarnée qui permettent à ton système nerveux de rester dans l'engagement social plutôt que de basculer dans la surcharge défensive. Crée des espaces dans ta vie où cette profondeur perceptive est valorisée et utilisée consciemment, que ce soit à travers des conversations profondes avec des amis qui partagent cette sensibilité, des groupes de développement personnel où la vulnérabilité authentique est encouragée, ou même professionnellement en orientant ton travail vers des domaines qui bénéficient de cette intelligence émotionnelle sophistiquée, comme le counseling, le coaching, l'enseignement, les arts créatifs, ou tout. Autre domaine où la compréhension profonde de la psychologie humaine représente un atout plutôt qu'un handicap. Utilise ta perception non pas pour manipuler ou contrôler les autres, non pas pour te sentir supérieur ou séparé, mais pour créer de véritables connexions, basées sur la reconnaissance mutuelle de notre humanité partagée avec toutes ses contradictions, ses vulnérabilités, ses mécanismes de défense compréhensibles. Quand tu rencontres quelqu'un dont les défenses sont visibles pour toi, tu as le choix entre deux réponses. Soit tu utilises cette perception pour renforcer ta propre façade de supériorité, soit tu l'utilises pour créer plus de sécurité relationnelle qui permet à l'autre de baisser progressivement ses défenses sans se sentir menacé. Le chemin de la sagesse authentique consiste à choisir systématiquement la seconde option, à utiliser ta vision claire pour créer plus de connexion plutôt que plus de séparation, pour offrir validation et compréhension plutôt que jugement et critique. Cette transformation de la perception amplifiée en sagesse compassionnée ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui exige patience,
pratique intentionnelle, confrontation continue avec tes propres tendances au jugement ou à l'utilisation défensive de ta perception. Mais chaque pas dans cette direction libère progressivement cette capacité de son poids, de fardeau isolant, pour la révéler comme ce qu'elle est véritablement. Une forme d'intelligence existentielle qui, pleinement intégrée et consciemment dirigée, représente une contribution unique à l'évolution de la conscience humaine collective vers plus d'authenticité, plus de profondeur, plus de vérité partagée. Ta perception amplifiée te place dans une lignée invisible de ceux qui, à travers l'histoire humaine, ont refusé les illusions confortables et ont maintenu une vision claire même quand cette clarté créait de la solitude, même quand elle exigeait de porter un poids que les autres ne reconnaissent pas comme réel. Cette lignée comprend les artistes qui voient de la beauté et la douleur que les autres ignorent, les philosophes qui questionnent les certitudes que les autres acceptent sans examen, les mystiques qui perçoivent des dimensions de réalité que les autres catégorisent comme impossibles, les thérapeutes qui maintiennent un espace pour les vérités que leurs clients ne peuvent pas encore s'avouer à eux-mêmes. Tu appartiens à cette lignée non pas par choix arrogant, mais par nécessité développementale. Et reconnaître cette appartenance transforme la solitude existentielle en une forme de communion invisible avec tous ceux qui portent aussi ce fardeau et cette responsabilité de la lucidité. L'invitation finale est de cesser de te battre contre cette perception, de cesser de vouloir être comme les autres qui semblent naviguer dans la vie avec une légèreté que tu n'as jamais connue et d'accepter radicalement que c'est simplement qui tu es, que cette sensibilité perceptive fait partie intégrante de ta structure psychologique aussi sûrement que la couleur de tes yeux ou la forme de ton visage. Cette acceptation radicale ne signifie pas résignation passive ou célébration narcissique. Elle signifie reconnaissance factuelle suivie d'utilisation consciente et intentionnelle. Il existe une paix profonde qui vient de cette acceptation, une libération qui survient quand tu cesses de lutter contre ta propre nature et commences plutôt à explorer comment cette nature peut être exprimée de la manière la plus constructive et porteuse de sens possible. Jung disait que le but de l'individuation n'est pas de devenir parfait, mais de devenir entier. Et cette complétude inclut l'acceptation de tous les aspects de qui tu es, y compris ceux qui te rendent différent, qui créent de la distance, qui compliquent ta vie sociale. La complétude exige d'intégrer cette perception amplifiée, non pas comme une anomalie à corriger, mais comme une caractéristique définitoire à honorer et à utiliser consciemment. Le silence intérieur profond que cette acceptation génère est différent du silence de la résignation ou de la dépression. C'est le silence de l'alignement existentiel où ce que tu es et ce que tu fais se rejoignent dans une cohérence porteuse de sens. Dans ce silence, tu peux enfin entendre la voix de ta propre sagesse intérieure plutôt que le bruit constant de la comparaison avec ceux qui sont constitués différemment, plutôt que la critique interne qui te juge pour ne pas être plus simple, plus léger, plus ordinaire dans ta perception du monde humain. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur perceptive, qui se sent aussi isolé par sa capacité à voir ce que les autres ne voient pas, qui a besoin de cette validation que sa sensibilité n'est pas un défaut, mais une différenciation psychologique légitime. Quelle phrase de tout ce voyage t'a le plus marqué? Quelle compréhension a résonné le plus profondément avec ton expérience personnelle? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux explorer plus profondément ces territoires de la conscience que peu osent vraiment investiguer, rejoins notre communauté de membres qui voient au-delà des apparences, qui refusent les illusions confortables, qui cherchent la profondeur psychologique authentique. Cette communauté existe précisément pour briser la solitude perceptive, pour créer un espace où cette vision amplifiée est non seulement acceptée mais valorisée, où les conversations peuvent descendre dans les profondeurs que la plupart des interactions sociales évitent soigneusement. Tu n'es pas seul dans cette façon de percevoir le monde, et reconnaître cela, trouver ta tribu de ceux qui voient aussi,
transforme radicalement l'expérience de porter cette conscience. Le voyage que nous venons de faire ensemble est celui de la douleur, de voir transformer en sagesse, de comprendre, de l'isolement perceptif transformé en responsabilité existentielle, de la sensibilité vécue comme fardeau, transformée en capacité mise au service de l'évolution collective. Ce n'est pas un voyage qui se termine avec cette prise de conscience, c'est un voyage qui se poursuit chaque jour dans tes choix, de comment utiliser cette perception, dans ta décision de maintenir ta clarté même quand elle serait plus confortable de te réfugier dans l'aveuglement volontaire, dans ta volonté continue d'approfondir ta propre autoconnaissance pour affiner encore plus cette capacité perceptive. L'espoir transformateur final n'est pas que tu deviendras soudainement comme les autres, que cette sensibilité diminuera ou disparaîtra, mais que tu trouveras une relation complètement différente à cette caractéristique qui te définit. Une relation où elle devient source de sens plutôt que source de souffrance, vocation plutôt que malédiction, don plutôt que fardeau. Cette transformation de relation ne change pas nécessairement ce que tu perçois, mais elle change radicalement ce que cette perception signifie pour toi et comment elle influence ta qualité de vie et ton sentiment d'appartenance existentielle. Jung comprenait que l'individuation est le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment destinés à être. Et pour toi, ce processus inclut l'acceptation et l'intégration consciente de cette vision amplifiée comme partie centrale de ton identité psychologique. Cette acceptation te libère de la lutte épuisante contre ta propre nature et ouvre l'espace pour une exploration créative de comment cette nature peut s'exprimer le plus authentiquement et constructivement possible. Tu es invité maintenant à sortir de cette réflexion non pas avec des réponses définitives ou des solutions simples, parce que la complexité de la conscience humaine ne se prête pas aux résolutions faciles, mais avec une compréhension plus profonde de qui tu es, pourquoi tu perçois comme tu perçois, et comment cette perception porte avec elle à la fois des défis réels et des possibilités extraordinaires. L'invitation est de prendre cette compréhension et de commencer à l'appliquer consciemment dans ta vie quotidienne, dans tes relations, dans tes choix de comment tu passes ton temps et avec qui tu choisis de partager ta profondeur. Et surtout, l'invitation est de cesser de voir cette différence perceptive comme quelque chose dont tu devrais avoir honte ou que tu devrais minimiser, et de commencer à la reconnaître comme ce qu'elle est véritablement. Une forme d'intelligence existentielle rare qui, pleinement assumée et consciemment dirigée, représente ta contribution unique à un monde qui a désespérément besoin de plus de conscience, plus d'authenticité, plus de vérité courageusement nommée, même quand elle est inconfortable.